Donc je me présente, je suis Corinne Concy, je suis la présidente et la fondatrice de Kaléidoscope. Et Kaléidoscope est une structure d'appui spécialisée en accompagnement de l'entrepreneuriat social en Martinique. Et nous portons un incubateur, nous sommes cabinet conseil et organisme de formation spécialisée. Et dans ce cadre-là, en fait, nous sommes également structurés en entreprise sociale. Donc nous avons une mission d'information, de sensibilisation en fait des porteurs de projets en Martinique, d'où notre présence à Oz et notre contribution relativement active en fait sur le salon, soit au travers de notre stand ou dans l'animation d'ateliers et de conférences. Sur cette édition 2019 d'Oz, nous avons souhaité aborder en fait des thématiques qui sont un petit peu qui ouvrent des perspectives nouvelles pour le territoire sur la base de nos observations dans le cadre de l'accompagnement soit des porteurs de projets, soit des structures existantes. Donc déjà hier, on a évoqué la question du partenariat entreprise-association. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais en fait les conférences sont filmées et enregistrées, donc vous pourrez les voir en fait après sur le site d'Oz. Donc n'hésitez pas à y aller en fait pour revenir en fait sur des sujets. Donc là aujourd'hui, on va parler pendant un petit peu moins une heure de permaculture humaine. Pour vous parler de ce sujet-là, nous avons fait venir en Martinique une association qui s'appelle l'association Unis vers Terre. Alors du coup, il faut pas lire je sais pas, c'est pour ne pas qu'on entende univers non plus, mais en fait, c'est un peu le jeu de mots. Et qui avec et deux intervenants qui sont moi la main et Émilie Galland qui vont animer en fait ce moment de conférence. Ils sont en Martinique dans un contexte un petit peu plus large puisqu'ils animent entre lundi et samedi, donc pour 6 jours, un séminaire sur la permaculture humaine donc à partir de lundi qui adresse en fait des porteurs de projets comme des responsables d'associations ou des équipes d'associations pour aller bien sûr beaucoup plus loin que ce qui va être abordé en conférence. Donc si à l'issue de l'échange vous souhaitez poursuivre, enfin de la présentation vous souhaitez poursuivre les échanges, nous vous invitons, mais très très cordialement et sans difficulté, sur le stand de Kaléidoscope, qui est le numéro 3 en fait sur le Salon Caraïbes, pour pouvoir poursuivre les discussions. Et si vous êtes intéressé par le séminaire, il faudra se rapprocher de nous parce qu'en fait il est complet, mais il y a toujours des possibilités qui s'offrent à nous. Plus vous vous manifestez, plus on peut répondre à votre demande. Voilà, donc je ne veux pas être plus longue. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Il y a peut-être des personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Je veux maintenant laisser la parole en fait à nos intervenants. Merci Corinne. D'abord, la conférence qu'on va vous présenter s'intitule « Renforcer l'efficacité et le mieux-être, le bien-être dans nos organisations ». Ce qu'on appelle une organisation, c'est à partir du moment où 2 personnes projettent de faire des choses ensemble. Ils s'organisent pour ça. Voilà. Donc ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un collectif, etc. Non. D'abord, on va se présenter, oui, c'est ça. Donc, je m'appelle Moi la main. J'étais géomètre à Paris et j'en ai eu marre. Je suis parti à la campagne en France. Je suis en Dordogne maintenant. Et aujourd'hui, ce que je fais a du sens pour moi. Donc, j'ai découvert la permaculture et j'accompagne des agriculteurs dans leur installation ou dans leur changement de pratique pour aller vers une agriculture plus écologique. Je suis également conseiller en permaculture humaine, ça veut dire que j'accompagne des collectifs avec ma collègue, des collectifs, des entreprises, des associations, des éco-villages. On les accompagne pour qu'ils puissent réussir leurs projets. Ce que je dis bien souvent, c'est sans se taper sur la gueule. Voilà. Et j'ai également une activité de librairie sur la permaculture. Voilà. Donc si j'ai toutes ces casquettes, toutes ces activités, c'est parce que j'arrive avec la permaculture à leur donner une cohérence, quoi. Bonjour, donc moi c'est Émilie, donc je suis la collègue de Moi la main sur notre développement d'activité en permaculture humaine.
j'ai un parcours un peu similaire à celui de Moi-la-Main, puisque j'ai fait une école supérieure de commerce et j'ai travaillé un petit peu en entreprise, où je me suis retrouvée à pas comprendre les orientations de ma structure et à m'y sentir stressée, pas en capacité de développer pleinement mes qualités, de m'exprimer. Et donc, en plus de ça, grâce à Internet, je pense, grâce au développement des nouvelles technologies, on a accès à de plus en plus d'informations critiques sur le monde et sur la façon dont il fonctionne. Donc, j'avais envie de m'engager, en fait, pour faire que le bateau de terre fonctionne mieux. Donc, ma recherche personnelle, c'est comment s'organiser pour vivre en harmonie avec soi, avec les autres et avec la nature. Et depuis que j'ai quitté donc le cursus tout tracé et très sécurisant évidemment par le salaire, par le diplôme, etc. de l'école de commerce, je me suis développée dans l'agriculture. Donc je développe un jardin-forêt en permaculture dans le Lot, un département au sud de la France. On travaille aussi donc ensemble pour accompagner des structures et animer des formations en permaculture humaine pour des collectifs. J'accompagne aussi des enfants sur leur développement émotionnel. Et puis, je suis coordinatrice donc, de cette association qui, en plus des activités de permaculture humaine, anime une démarche de transition sur le territoire sur lequel elle est basée, donc dans le Lot. Je ne sais pas si le concept de transition vous est familier. Donc l'idée, c'est de réaliser que notre système actuel est basé sur... Je regarde mon collègue parce qu'en fait, je vais m'étaler plus que ce qu'on avait prévu. Donc de réaliser que notre système est basé sur des piliers assez fragiles et qu'il y a de la richesse dans les territoires, des savoir-faire, des capacités à produire. Et donc l'idée, c'est de mettre en lien les acteurs du territoire et de développer l'autonomie, une autonomie plus grande pour faire que, en cas de difficultés au niveau du système global, les populations ne pâtissent pas des crises qui risquent d'être encourues. Donc, les deux histoires qu'on vous a racontées, nos deux histoires, je pense que vous en avez entendu pas mal de similaires, de personnes qui ne se sentent plus en lien avec les activités qu'elles mènent, qui ne se sentent pas dans des environnements enrichissants et qui choisissent de changer de cap, de faire un virage à 190 degrés et de partir ailleurs. On pense que c'est lié à un phénomène d'augmentation du niveau de conscience des personnes. Et ce phénomène-là, donc, qui est nourri, comme je le disais tout à l'heure, par les nouvelles technologies, l'accès à l'information qu'on a, et amène chaque individu à rechercher plus de bien-être. On va vous faire participer un petit peu. Est-ce que ça vous ennuierait? Est-ce que vous seriez d'accord de vous lever si vous-même vous êtes en recherche, vous êtes en démarche d'épanouissement personnel, si vous avez entrepris des pratiques? Levez la main, ce sera plus simple que de vous mettre debout. Ok, je dirais 2/3 de la salle, ouais. D'accord. Je vous ai mis une image. Alors, l'individu s'active pour s'épanouir. Je vous ai mis une image d'une dame qui n'a pas l'air très active. En fait, ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Si le changement survient à l'intérieur, à l'extérieur, dans les collectifs, dans les organisations, dans les entreprises, ça aura un gros impact. Ce sera un petit peu le propos final de notre conférence. Donc, ce niveau de conscience augmente. Et des questions émergent. Donc, sur quels facteurs agir pour soutenir cette évolution individuelle? Donc, j'imagine que des personnes dans la salle,
pratiquent par exemple le yoga. D'autres vont participer à des thérapies nouvelles. D'autres vont faire des pratiques de bien-être. Donc il y a plusieurs manières de faire. Et on s'est posé la question, quel est l'endroit où nous passons le plus de temps ? C'est-à-dire pour lequel nous consacrons le plus d'énergie ? Qui en gros serait peut-être le lieu où nous devrions mettre en action notre évolution personnelle. Quelqu'un a une idée de cet endroit ? Le travail ? Effectivement, c'est de ça qu'on va vous parler. Alors pourquoi je vous ai mis Gaston Lagaffe qui roupille ? Parce que bien souvent le travail c'est ça. C'est malheureusement ça. Il y a une étude qui a été faite par un institut qui s'appelle Gallup, un institut américain, qui se concentre sur l'étude des entreprises. Et cet institut a montré... Donc, attendez. En 2008-2009 et en 2011-2012, ils ont refait 2 fois l'étude sur un panel de 200 000 employés au travers le monde. Ils ont montré que ces employés étaient pour 11 ou 13% engagés. C'est-à-dire quand on leur demande « Est-ce que vous vous sentez engagé dans votre entreprise ?» Pour ce que réalise votre entreprise, ces employés répondent oui. 62% ou 63% se disaient non engagés. Et alors attention, un quart de ces employés se disaient, enfin non, ils ne se disaient pas, un quart de ces employés a été classé dans la catégorie activement désengagé. Donc, c'est quoi être activement désengagé ? Donc, moi, je peux en parler. Donc, à la fin de mon école de commerce, entrer dans un emploi en contrôle de gestion dans une grande entreprise de 900 employés, j'ai essayé d'apporter le meilleur de moi-même en écrivant un rapport que j'ai présenté à toute la direction sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, avec donc un audit de ce qui était pratiqué et des propositions d'amélioration. J'ai remarqué que ça ne parlait pas du tout à la direction. Donc à partir de là, j'ai ressenti que le sens que moi je verrais pour que les employés s'épanouissent et pour que cette entreprise-là elle ait aussi un impact juste par rapport à la société dans son ensemble, n'était pas partagé. Et donc à partir de là, j'avais 26 ans. Je me suis foulé la cheville, ce qui m'a amené à du coup être absente et à être en maladie. Et puis je traînais des pieds, quoi. Je traînais des pieds pour aller au travail et je faisais le minimum, quoi. Enfin, je sentais que de toute façon, c'était ce qu'on me demandait, quoi. L'employé activement désengagé arrive en retard, part plus tôt, traîne des pieds, ne prend pas soin du matériel, critique ses collègues, critique la hiérarchie. Enfin, j'imagine que vous avez déjà croisé ce genre de personnes dans l'entreprise. Malheureusement. Donc le désengagement actif mène à l'absentéisme. Alors, petit sondage, vous levez la main. Qui a déjà manqué de présence à cause d'un sentiment de désengagement dans les entreprises qu'il a pu traverser ? Je dirais un petit quart de la... Qui se sent ou s'est senti en surmenage, en stress à cause de son travail ? Ouais, 2/3, 3/4, disons. Qui a déjà senti que sa santé s'étiolait petit à petit à cause du travail ? Ouais, une petite moitié de la salle. Alors, ce désengagement ne mène pas que à des problématiques physiques, mais on s'est aussi rendu compte, enfin, les études ont montré que, par exemple, ça menait aussi à une inefficacité. Et donc, je vous donne un chiffre, 83% des fusions-acquisitions n'ont rapporté aucun bénéfice aux actionnaires, et plus de la moitié auraient détruit de la valeur. Voilà.
Et un autre chiffre qui sert plus à convaincre les patrons que le bien-être de leurs employés est vraiment important. Ça aussi, c'était une étude menée par un cabinet de conseil aux États-Unis où le stress, en fait, représentait un coût de 10 000 $ par employé et par an pour les entreprises. Voilà. Donc, il y a un énorme manque à gagner pour le patron aussi, en ayant des employés qui se sentent pas engagés et qui donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Alors cette étude menée par Gallup a mis en évidence 2 principes que je vais vous lire. Donc le succès financier d'une entreprise et la satisfaction client sont directement en lien avec l'engagement des salariés, ce qui j'imagine vous paraît logique. Deuxième chose, ce sont les salariés engagés qui portent l'innovation et qui dopent l'économie d'une entreprise. Alors, vous pensez bien que là, si on totalise, les salariés engagés ne représentent que 10%. Donc, 90% de l'entreprise ne lui permet pas d'avancer, en gros. Voilà. OK. Alors, 2 questions émergent. Pourquoi les employés sont-ils désengagés ? Et comment faire pour avoir des employés engagés ? Et en fait, la question, on va parler dans la suite de la conférence des organisations opales ou entreprises libérées. Et la question vraiment qui découle, qui représente mieux l'état d'esprit des leaders libérateurs, c'est plutôt comment mettre en place un environnement propice à l'autonomie, à l'épanouissement et à l'engagement des salariés. À l'automotivation, en fait. Ils se rendent compte, ils comprennent que la logique de contrôle ne fonctionne pas et que les gens ont besoin d'autonomie. Alors, je vous ai mis un petit tableau. Ce sont les 3 mousquetaires, qui sont 4, comme vous savez. 4 personnes qui sont engagées dans ce qu'ils font, qui sont engagées les uns pour les autres, qui sont engagées pour le roi. 4 personnes qui aiment ce qu'elles font. Voilà. OK. Alors, tous ces petits constats sur l'entreprise nous amènent à vous parler maintenant de permaculture, puisque nous allons faire le lien entre ce qu'on vient de dire et la permaculture. Donc, au tout départ, la permaculture, je vous lis la définition, c'est un mode d'aménagement écologique du territoire qui va permettre à une communauté de subvenir à ses besoins dans la durabilité. Permaculture, c'est la contraction de culture permanente. Voilà. Ce qui fonde la permaculture, sa philosophie sous-jacente, c'est l'observation du vivant. Donc en permaculture, sur l'aspect aménagement du territoire ou aménagement agricole, observer le vivant, c'est par exemple, j'observe comment fonctionne une forêt, quelles sont les interactions entre les plantes, entre les animaux, j'en tire des enseignements et j'applique ces enseignements sur les modèles agricoles. La forêt ne produit pas de déchets, la forêt est très économe en énergie. Je peux donc avoir des environnements agricoles qui ne produisent pas de déchets et qui sont économes en énergie. C'est pour ça que je vous ai mis le mot écologique en gras. En fait, c'est cette dynamique-là. Et en fait, cette démarche qui est celle de la permaculture, c'est aussi, on peut revenir à l'individu, et c'est aussi la démarche d'un individu qui essaie de prendre soin de lui. Il va tester des pratiques, observer ce qui lui fait du bien, continuer ce qui lui fait du bien, laisser tomber ce qui lui convient pas. Alors comme la philosophie de base, c'est l'observation du vivant, on s'est posé la question, et si l'entreprise, si les organisations humaines étaient des organismes vivants ? Ce qui nous amène à la permaculture humaine, dont l'objet est justement de considérer les organisations comme des êtres vivants. Et on va appliquer à ces organisations, entreprises, associations, collectifs, les règles qui gèrent le vivant. Dans un sens, ça rejoint un petit peu la cybernétique. Nous avons donné une définition à la permaculture humaine, ici. Donc, on dit que c'est un ensemble d'outils et d'attitudes à cultiver pour soutenir le développement des communautés humaines pour qu'elles soient autonomes, matures et résilientes.
Autonome, capacité d'un groupe d'êtres humains à décider par lui-même. Mature, c'est la sagesse, l'expérience acquise par ce groupe qui va lui permettre de prendre les bonnes décisions. La résilience, ça va être la capacité de ces organisations à résister aux aléas, aux chocs, aux crises, et à repartir de plus belle, dans la bonne direction. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point clé pour les grandes entreprises où il y a beaucoup d'individus qui travaillent. C'est dommage de se dire que 90% des personnes ne sont pas engagées, alors qu'elles sont toutes des interfaces avec l'extérieur et qu'elles sont donc toutes potentiellement porteuses d'informations. Quand on a la structure hiérarchique classique descendante, en fait, on perd énormément d'informations qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel de la rapidité de nos échanges, est capitale pour la réussite et la pérennité d'un projet. Alors, l'application de tous ces principes d'observation du vivant dans l'entreprise permettrait un travail plus efficace et que l'entreprise se mette au service du plus grand bien de tous. Pas seulement au service de ses clients, mais aussi au service de ses employés, de ses membres, et au service de toutes les personnes qui interagissent avec l'entreprise. Tout l'écosystème qui entoure l'entreprise. Donc dans cette diapo, il y a quand même un truc assez intéressant et vraiment fondamental pour nous. Donc on a parlé de développement personnel et d'épanouissement des individus. Et là, on parle d'un ensemble d'outils et d'attitudes. C'est que, en fait, les entreprises classiques, on va dire, pour faire schématique, fonctionnent sur un modèle de contrôle et de hiérarchie et sur un modèle compétitif. Or, nous, on va passer dans la permaculture humaine et ce dont on va parler plus tard, sur un modèle coopératif. Donc, ça va demander des attitudes différentes au niveau des individus. Donc, c'est vraiment important pour nous de souligner le fait qu'à la fois, il y a des outils et à la fois, il y a des attitudes, parce que si on ne fait qu'appliquer les outils, on n'aura pas le changement nécessaire. Il y a vraiment, dans les entreprises dont on va parler, des accompagnements au développement de chaque individu, au développement de certaines capacités qui vont permettre d'appliquer les outils avec succès. Donc, ce qui nous renvoie à la première diapo qui parlait d'épanouissement personnel. Justement, on va y revenir. Qu'est-ce qui motive un être humain à être, à faire ? Ce sont ses besoins. L'être humain se met constamment en action pour répondre à ses besoins. Alors, il y a certains besoins que vous connaissez tous, manger, dormir, etc. Ce sont des besoins physiologiques de base. Mais pour être en bonne santé mentale et aussi au niveau de son cœur, il y a plein d'autres besoins que chaque être humain essaye de nourrir, notamment le besoin d'intégrité. Dans l'entreprise, est-ce que ça vous est déjà arrivé que certaines décisions qui vous sont imposées ne collent pas avec vos valeurs personnelles ? Expression de soi, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans l'entreprise d'avoir des bonnes idées mais de ne pas pouvoir les dire parce que vous n'avez pas la place, l'emploi qui vous permet de proposer des idées ? Autonomie, qui décide bien souvent dans l'entreprise ? Celui qui est au-dessus, pas vous, malheureusement. Confiance. Est-ce que nos managers nous font entièrement confiance ? Est-ce que nos patrons nous font confiance ? Coopération, authenticité, stimulation. Tout ça sont des besoins qui, quand on les remplit, nous permettent d'être à 100%, quoi, tout simplement. Alors, ce qu'on propose, ce qu'ont fait les entreprises libérées ou les entreprises opales, ce sont deux appellations, c'est de partir sur d'autres postulats. Postulats basés sur la confiance. Donc, ils sont radicalement opposés au contrôle, c'est-à-dire à la structure hiérarchique où c'est ceux qui sont en haut qui contrôlent tout ce que font ceux qui sont en bas. Donc ça, c'est juste pour vous dire à quelle vitesse on évolue. C'est un paradigme, c'est deux paradigmes différents, le contrôle et la confiance.
Et ça a déjà, ce type, cette différenciation avait déjà été mise en évidence par un chercheur dans les années 60 aux États-Unis. Et il pensait que c'était tellement évident que ces postulats-là étaient vrais comparés à ceux du contrôle qu'en 10 ans, l'ensemble des entreprises du monde serait transformé. Bon, il s'est un peu trompé. Mais donc, les postulats sont que les personnes sont créatives, adultes, réfléchies et fiables. On fait confiance. Elles sont responsables de leurs actes et de leurs décisions. A priori, on se gère tous dans notre quotidien, donc pourquoi on ne se gérerait pas non plus dans le travail? Elles sont faillibles. On accepte effectivement que chaque personne a droit à l'erreur. On en fait tous. Et on apprend. Elles sont irremplaçables. Chaque personne est unique et veulent contribuer avec leurs talents et leurs compétences. Donc si on met en place un bon environnement, en fait, chaque individu va essayer de donner le meilleur de lui. Et une personne malheureuse ne peut pas être performante. La liberté de choix génère la motivation. Donc là, juste comme je suis aussi pas mal en lien avec les enfants, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire avec les écoles. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais voilà. Donc on parlait tout à l'heure des niveaux de conscience et de l'évolution des maturités des individus. Et donc, un chercheur, Ken Wilber, a mis en évidence le fait que à différents niveaux de conscience correspondaient différents types d'organisation. Donc, je vais partir du bas de la diapositive, donc du niveau de conscience rouge, qui est une organisation où le chef exerce constamment son pouvoir. C'est ce qu'on va retrouver dans des environnements chaotiques, dans des environnements à risque, où les personnes sont fragiles, où leurs besoins ne sont pas satisfaits, leurs besoins essentiels et vitaux ne sont pas toujours satisfaits, ou bien dans des contextes de guerre. Donc ça va correspondre à des milices tribales, des gangs de rue et le crime organisé. Bon, ça existe toujours sur la planète, hein, vous savez. Ensuite, il y a le paradigme, le niveau de conscience ambre, où là, les rôles sont encore très formalisés, il y a une hiérarchie, tout est très bien défini, tel type de responsabilité incombe à telle personne et pas à d'autres. Et il faut se conformer à l'organisation si on veut en faire partie. Il n'y a pas le choix. Il y a des règles très claires. Ça peut être un environnement confortable pour quelqu'un qui intérieurement ne se sent pas en sécurité. C'est simple. Il y a des règles écrites et il n'y a qu'à s'y conformer. C'est le cas dans l'Église, c'est le cas dans les armées et dans la plupart des organisations publiques. Je ne parle pas forcément de la France, hein, je parle du monde entier. Le niveau de conscience orange, donc là, est un peu plus assez répandu dans le milieu des multinationales actuellement et des banques d'investissement. Donc on a toujours une organisation avec des rôles clairs et on va essayer de motiver l'individu par des objectifs. On va mettre en place des systèmes de méritocratie. Donc vous avez peut-être déjà été dans des postes commerciaux où vous êtes rémunéré en fonction des ventes que vous faites. C'est un système qui est encore largement utilisé, dont on sait que les employés sont pressurisés, surmenés, et qui pourtant est largement remis en question actuellement par le fait qu'on se rend compte que stimuler des personnes par des objectifs fixés à l'extérieur ne fonctionne pas à terme. Et donc, où finalement, dans ces entreprises, il va y avoir un énorme turnover qui va quand même coûter à l'entreprise parce que chaque nouveau salarié qui doit arriver, il faut le former, faut qu'il prenne sa place. Et donc, c'est du temps de perdu. Ensuite, il y a des organisations donc, qui se sont dit, mais ça ne nous correspond pas, le niveau de conscience orange. Nous, on veut que les personnes participent, qu'elles puissent exprimer leur créativité,
que chacun s'épanouisse, et on est passé à un niveau de conscience vert, un petit peu idéaliste, qui a laissé un petit peu de côté l'efficacité pour vraiment se focaliser sur les valeurs de coopération. Et donc, pour citer quelques entreprises connues qui ont ce type de pratique, les glaces Ben & Jerry's et les cafés Starbucks. Et puis après, on pourrait parler de tout dans le paradigme vert, plein d'associations, plein de collectifs, et notamment des éco-villages. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des aménagements collectifs, des lieux de vie, qui vont partir sur ce type d'organisation et qui passent énormément de temps en réunion et qui, du coup, perdent en efficacité et connaissent aussi beaucoup de conflits et finalement peu de succès. Et puis depuis quelques années, depuis les années 90, ont émergé donc des entreprises qu'on a appelées Opal, donc qui correspondent à ce niveau-là de conscience, où l'autogouvernance remplace la hiérarchie et où, donc, comme on vous le disait tout à l'heure, les organisations sont vues comme des êtres vivants qui s'orientent vers la réalisation de leur plein potentiel. Des êtres vivants, un esprit groupe composé d'esprits individuels, mais qui vont aller tous vers la même direction et nourrir une direction commune. Donc là, les principales évolutions de ces organisations, c'est à la fois d'avoir des principes humanistes comme le niveau de conscience vert, et à la fois de chercher, comme le niveau de conscience orange, à atteindre une efficacité. Et du coup, à mettre en place des environnements qui permettent aux individus de s'épanouir. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 5% des organisations dans le monde. Donc il y a eu des études qui ont été faites, il y a des paramètres communs qui ont été identifiés, on va vous en parler ensuite. Mais si on en parle, c'est parce que ces organismes-là qui ne se focalisent pas forcément sur la rentabilité financière et le contrôle, puisque la plupart abandonnent les planifications, les budgets, etc. Voilà. Il y en a plein qui réussissent de façon phénoménale et qui arrivent à être cotés en bourse, sans que ce soit du tout un objectif que se donne l'organisation au départ. Alors, on va vous décrire 5 pratiques communes dans ces entreprises pour vous donner un petit peu une image de qu'est-ce que ça peut donner de travailler dans une entreprise Opal ou une entreprise libérée. Ces entreprises sont généralement guidées par leur raison d'être. Alors, la raison d'être, c'est quelles sont les raisons qui font que l'organisation existe. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous parler de ma librairie. Donc, c'est une librairie en ligne spécialisée sur le sujet de la permaculture. Pourquoi j'ai créé cette librairie ? C'est ça la question de la raison d'être. En 2010, il n'existait qu'un seul livre de permaculture en langue française. La permaculture vient d'Australie, toute la littérature était anglaise. En 2010, moi, je commençais ma formation sur la permaculture. J'avais besoin de lire, mais je lisais pas très bien l'anglais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contribué à la traduction d'ouvrages en faisant un prêt à une association qui a traduit et édité des ouvrages. Et au moment où cette association a commencé à me rembourser mon prêt, je me suis dit que ça serait plus logique qu'elle me rembourse en livres et que ça serait plus utile que moi je me mette aussi à diffuser ces livres. Parce que comme je fais de la formation en permaculture, je pourrais aussi les distribuer à mes stagiaires. Et donc la librairie est née pour cette raison. Parce que moi, j'avais besoin, et j'imagine que d'autres personnes avaient besoin de lecture en français sur la permaculture. Alors moi, je vais vous parler d'une entreprise hollandaise qui est spécialisée dans le soin aux personnes et qui est née un peu avant les années 2010, et qui a connu un succès fulgurant. Donc à la base, le système infirmier hollandais était étatique, centralisé, ultra contrôlant. Les infirmières qui travaillaient recevaient chaque matin des fiches avec un horaire prédéterminé pour chaque soin à tel endroit. Vu qu'il y avait une piqûre, ça devait être 5 minutes. Donc
il y avait tant de trajets entre une adresse et une autre adresse. Du coup, elle devait être tout était déterminé par le centre. Elles n'avaient pas de suivi au niveau des patients. Et le personnel hospitalier, de façon générale, était fatigué, surmené et pas dans l'accomplissement de ce pourquoi on s'engage pour être infirmier ou infirmière. Et donc, le PDG de Buurtzorg a décidé de créer une structure où les personnes se concentreraient sur ce pourquoi elles se sont engagées dans ces métiers-là, c'est-à-dire apporter du soin aux personnes malades et les aider à redevenir autonomes. Et donc, la raison d'être de Buurtzorg, c'est aider les personnes à retrouver leur autonomie dans la maladie. Voilà. Connaître la raison d'être dans son entreprise, c'est ce qui va permettre de vérifier que les actions que nous entreprenons, les décisions que nous prenons, vont aller dans le bon sens. Donc, à chaque fois que j'ai l'idée de faire quelque chose, je me demande est-ce que ça va servir la raison d'être. Quand j'ajoute un livre dans les rayons de ma librairie, je me demande si ça va aider les permaculteurs à pouvoir passer à la mise en pratique, à leur apprentissage de la permaculture. Et en général, dans les processus de recrutement des entreprises Opale, on vérifie que la personne a une mission personnelle en corrélation avec la raison d'être de l'entreprise et qu'au travers de ce qu'elle va déployer au sein de l'entreprise, elle va aussi pouvoir s'épanouir et développer son potentiel. Alors, une seconde chose qu'on observe dans les entreprises libérées ou Opale, c'est le principe du test-erreur. Donc là, vous voyez une petite fille qui va se prendre un gadin et qui va sûrement remonter sur son vélo, qui va se remettre à pédaler, qui va sûrement se reprendre une autre gamelle et remonter sur son vélo, mais au bout d'un moment, elle saura pédaler et elle pourra enlever les petites roulettes. Et peut-être que ça fera d'elle une championne un jour ou l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a essayé le vélo, elle a fait des tests, elle a fait des erreurs et elle a continué. Et c'est en faisant ces erreurs qu'elle a appris à faire du vélo. Ce qu'on voit ici, donc, c'est un papillon qui, sur ses ailes, a 2 yeux dessinés. Ça, j'imagine que c'est le fruit du hasard, qui un jour, au travers d'une mutation génétique, a dessiné des yeux sur ses ailes. C'est bien possible que ce papillon, en dépliant ses ailes, ait fait peur à certains prédateurs. Et donc, les prédateurs ne l'ont pas mangé, et donc il a pu se reproduire. Et ainsi de suite, ce trait de caractère, ces yeux sur ses ailes, se sont transmis de génération en génération et caractérisent maintenant cette espèce. C'est le même principe qui est à l'œuvre. La nature a testé quelque chose, ça a fonctionné, la nature l'a gardé. Si ces yeux n'avaient servi à rien, peut-être qu'ils auraient disparu de ce papillon. Donc pour continuer à parler de Buurtzorg qui, à partir de la création, donc en quelques années, a pris 70% du marché infirmier en Hollande et qui est actuellement coté en bourse. Il y a aussi dans toutes les organisations Opale ce principe-là du droit à l'erreur, comme on l'a vu dans les postulats. Et du moment que l'initiative est en lien avec la raison d'être, elle mérite d'être essayée. Si l'initiative fonctionne, elle va être reproduite par d'autres, elle va être suivie, et donc elle aura une pérennité. Si l'initiative ne fonctionne pas, elle va disparaître. Mais les employés qui l'auront mis en œuvre auront appris quelque chose. Donc ce principe du test-erreur, c'est à rapprocher de la stratégie des petits pas. On va faire un petit pas dans une direction, voir si ça fonctionne. Si c'est bon, on continue, on fait un autre petit pas, etc. Si ça ne marche pas, on rétablit vite la direction et on va faire un autre petit pas de l'autre côté. Ce qui évite de dépenser énormément d'énergie. Les entreprises fonctionnent bien souvent sur le mode du prévision-contrôle. Ça veut dire qu'ils vont mettre énormément de matière intellectuelle pour prévoir un projet et un résultat. Et ensuite, ils vont mettre énormément de moyens pour arriver à ce résultat qu'ils ont prévu.
Même si la vie, si l'environnement leur envoie des signaux comme quoi il y a des choses qui ne vont pas marcher, s'ils rencontrent des écueils, s'il y a des financements qui ne viennent pas, s'il y a des clients qui se désistent, l'entreprise va tout faire pour essayer de contrôler vers la direction qu'elle a décidé de suivre. Et ça, c'est une dépense d'énergie qui est phénoménale. Le principe de essai-erreur, de test-erreur, en fait, est beaucoup moins énergivore et aussi beaucoup plus stimulant. Alors, autre chose qui est mise en place dans les entreprises Opale, c'est la sollicitation d'avis. Donc, je vous pose une question, comment rendre le pouvoir une histoire de légitimité? Donc la sollicitation d'avis, en fait, elle va nourrir le besoin d'autonomie des individus au sein de l'entreprise. Ça veut dire que pour tout un tas de décisions qui n'impliquent pas le déploiement d'un budget fixé au préalable, les individus vont pouvoir mettre en œuvre des idées sans forcément avoir besoin de convoquer une réunion, de demander l'autorisation d'un patron. Voilà. Par exemple, dans un éco-village, un projet d'éco-village qu'on a accompagné, toute personne qui avait beaucoup d'axes de développement, et chaque personne était en mesure de faire des dépenses jusqu'à un certain montant, simplement en allant demander aux autres, à d'autres personnes qui pouvaient être impactées par la décision, leurs avis, et ensuite en faire soi-même la synthèse et prendre une décision en fonction de ce qu'on a entendu. Donc, je ne sais plus si on en parle ensuite, mais ça va avec en fait ce principe d'autonomie. Il est aussi assis dans ces entreprises par des formations à la communication et à l'écoute, puisque si je vais solliciter l'avis de mes collègues sur un sujet, il faut que je sois en capacité de les écouter de façon neutre et de produire une synthèse de leurs avis, et pas de rester campé sur ma position et de voir et d'entendre leurs avis avec un biais. Donc voilà, la sollicitation d'avis, c'est donc la capacité des employés à mettre en œuvre des décisions à partir du moment où ils ont été vérifier les différentes opinions des personnes qui pourraient être impactées par leur choix. Donc c'est une façon qui permet de redistribuer des parties de pouvoir aux employés. Alors l'image que je vous ai mise, c'est une meute de loups. Ça se voit peut-être pas, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5 groupes de loups qui sont alignés. Et en fait, chacun des groupes possède une fonction bien particulière et a tout le pouvoir pour agir dans cette fonction. Donc les 3 loups qui sont devant, ce sont les plus vieux. Ils sont prêts à attaquer tous les prédateurs qui pourraient arriver. Les 5 loups ici, ce sont des jeunes loups qui sont forts. Les 5 loups ici, ce sont d'autres jeunes loups qui sont forts et qui encadrent toutes les femelles pour les protéger. Donc eux seront sacrifiés en premier, ils le savent, ils acceptent. Eux sont prêts à la bagarre, eux aussi. Et là, on a le mâle alpha qui surveille tout le groupe et qui le dirige avec ses aboiements. Voilà. Donc on a ici l'image d'une organisation qui fonctionne très bien et chacun est libre de décider dans son rôle. Alors, autre chose, des petites équipes autonomes. Donc vous avez 2 schémas. Quelle structure est la plus efficiente? C'est-à-dire quelle structure hiérarchique permet d'économiser de l'énergie, permet d'arriver au résultat avec le moins d'énergie dépensée. On a ici une hiérarchie très traditionnelle d'entreprise, avec une personne tout en haut qui contrôle ce qui se passe tout en bas. Et on a ici ce qu'on appelle une holarchie, c'est-à-dire différents cercles qui peuvent être composés de une personne ou plusieurs personnes, et ces cercles sont en interaction avec d'autres groupes. L'holarchie peut paraître anarchique, parce que des liens peuvent se créer, se défaire en fonction des projets qu'il y a à mener. Mais l'holarchie permet à un groupe d'être très autonome et de se mettre en contact avec qui il veut. Alors que dans une structure pyramidale,
on voit ici que eux ne sont pas en contact avec eux, par exemple. Que ce groupe-là est isolé. Et s'il veut communiquer avec le bas, il faut qu'il remonte par la hiérarchie et que ça redescende. Donc ça, c'est fonctionnement très énergivore. Voilà. Donc là, on a vu plusieurs types d'outils, un type d'organisation, une procédure pour la prise de décision, des principes d'action, la définition claire de la raison d'être et la mission de l'entreprise. Et on va clôturer en parlant à nouveau du niveau de développement émotionnel, du niveau de maturité des individus. Alors, pour 2 raisons. Donc, d'abord, l'ensemble des organisations qui peuvent être appelées opales ou libérées, qu'elles aient été créées telles quelles, ou bien que ça a été des organisations classiques qui se sont transformées, elles ont toutes vécu cette expérience parce que le directeur général avait un niveau d'observation et un niveau de maturité intérieure qui lui permettait de quitter le paradigme du contrôle. Parce que s'il y a contrôle, c'est parce qu'il y a défiance et donc un manque de sécurité intérieure. Donc l'ensemble des leaders libérateurs qui ont déployé des organisations opales sont des personnes inspirantes qui représentent bien les différents principes de la coopération et les attitudes d'écoute, de communication bienveillante, de capacité à revenir à la raison d'être de l'entreprise, d'inspiration de l'ensemble des équipes vers le plus grand bien de tous. Et puis, dans un deuxième temps, comme on vous le disait tout à l'heure, toutes ces entreprises, pour qu'elles fonctionnent, pour que les outils fonctionnent, mettent en œuvre des séminaires de formation à la discussion constructive, la gestion des conflits, la communication, l'écoute. Et en plus de ça, donc, parce qu'une formation, vous savez tous, après une formation, on n'a pas forcément acquis toutes les compétences. Donc en général, il y a aussi des systèmes d'accompagnement, de coaching, pour être sûr que les qualités qui sont nécessaires au fonctionnement de la structure soient bien développées par l'ensemble des personnes. Je finis en rementionnant encore l'expérience Buurtzorg, donc de cette entreprise d'infirmiers et d'infirmières hollandaises, où effectivement les infirmières qui passent d'un système où on leur dicte tout à un système où on leur propose de s'organiser en petites équipes de 12 et de gérer à la fois leur planning, leur comptabilité, leurs dépenses, leur budget, etc., disent qu'elles ont vraiment besoin à la fois des formations initiales et à la fois d'un temps d'accompagnement suffisamment long pour passer d'un système hyper contrôlant à un système où on s'autogère. Oui. Attendez, ça va revenir. Ceci est la plus grosse centrale énergétique de notre système solaire, c'est le Soleil tout simplement. Juste pour vous dire que cette centrale, elle existe aussi à l'intérieur de chacun de nous. Par l'apprentissage de la gestion de nos émotions, en fait, nous pouvons avoir accès à cette centrale d'énergie. Pourquoi on vous parle de ça ? Parce que nous, ce que nous faisons, c'est de la permaculture humaine. Et en fait, la gestion des émotions, c'est une dimension qu'on a ajoutée à notre panel d'outils, qu'assez souvent on ne retrouve pas chez les conseillers en évolution d'entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu aussi, je mets l'accent là-dessus juste pour dire qu'on a cette petite différence, ce petit truc en plus par rapport à d'autres personnes qui pourraient proposer les mêmes types de services que nous, quoi. Et ben voilà, nous avons fini. Donc, questions. Alors, je vous propose de prendre les questions par salve de 3.
Donc si 3 personnes posent leurs questions l'une à la suite de l'autre, et puis après on vous répondra. Bonjour, intervention extrêmement intéressante et qui faisait beaucoup écho à certains vécus. Comment on passe d'une organisation rouge, parce que je pense qu'il y a des entreprises qui sont qui sont en rouge, je pense qu'il y en a encore beaucoup malheureusement, à l'organisation opale. Est-ce qu'on peut passer directement du rouge à l'opale ? Ouais, levez la main. C'est bon. Bonjour à tous. Moi, ma question, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il y ait des entreprises qui avaient un fonctionnement qui est proche de l'opale. Et puis, il y a eu un événement qui fait qu'on est en train de redescendre dans les ambres oranges. Et comment faire pour remonter ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Eh ben, on va répondre à ces deux-là. Tu veux y aller ? Tu me complètes ensuite ? Voilà, je vais donner mon avis. Des organisations rouges dans le travail ? D'accord. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la plupart des organisations qui fonctionnent déjà, qui existent déjà, et qui changent de paradigme, c'est parce que le directeur le décide. Donc, je dirais que il y aurait un travail de sensibilisation et d'accompagnement au niveau de la direction à faire. La deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'on peut faire un passage direct ? Oui, ça va demander certainement plus d'efforts et un accompagnement peut-être plus long, parce qu'on aura des personnes peut-être avec un niveau de soumission plus important, donc pour les accompagner elles aussi à changer et à passer à un mode plus autogestionnaire. Mais oui, ça me paraît tout à fait possible de passer du paradigme rouge au paradigme opale, mais encore une fois, il faut qu'il y ait la volonté au niveau de la direction. Donc, quand j'ai parlé de l'entreprise hollandaise, Buurtzorg, en fait, il n'y avait pas de possibilité que l'État et que les institutions entendent la nécessité de passer à une organisation opale, d'où la création d'une entreprise privée. Donc, je dirais aux employés des organisations rouges que si ils ont les compétences et que c'est insupportable pour eux de vivre là-dedans, peut-être que l'option envisagée, c'est de créer une structure similaire avec d'autres valeurs et un autre mode de fonctionnement. Pour ma part, moi, je pense que c'est totalement impossible de transformer une organisation rouge en organisation opale. Ce qui se passe dans une organisation rouge, c'est que les êtres humains, celui qui a la tête, mais y compris ceux qui sont en dessous, les sous-chefs, exercent une des capacités que nous avons tous, c'est la puissance. Ils exercent un pouvoir. On a tous de la puissance en nous. Après, en fonction de nos convictions, de nos valeurs, cette puissance, on peut la mettre au service du bien ou au service de sa personne, de manière égocentrée. Je pense que dans une organisation rouge, le chef fait ça pour sa gueule, qu'il faudrait l'enlever pour que l'organisation puisse évoluer. Qu'est-ce qui va se passer ? Le sous-chef va prendre la place du chef. Et en fait, si les organisations rouges sont les crimes organisés, gangs de rue, pour moi, je ne vois pas aucune possibilité qu'elles évoluent. À moins que chaque individu de cette organisation soit touché par la grâce. Ce qui peut prendre du temps. Voilà.
C'est déjà arrivé à l'échelle individuelle. Vous avez des personnes qui travaillaient dans des organisations rouges et puis qui sont devenues maintenant indiques pour la police. Voilà. Qui sont d'une certaine manière rachetés, quoi. Voilà. Donc passage direct, non, je ne pense pas. Alors, dans le sens inverse, qu'est-ce qui peut permettre à une organisation opale de dégrader un petit peu dans la hiérarchie des paradigmes? Il y a une expérience qui est arrivée en Belgique. Donc il y a un des ministres belges, il y a quelques années, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a libéré son ministère. C'est-à-dire qu'il a opalisé son ministère. Il a arrêté d'avoir son bureau, son grand bureau personnel. Il a créé des open space dans tout le ministère. Tous les employés étaient libres de venir habiller comme ils voulaient, de venir à l'heure qu'ils voulaient et de faire ce qui leur plaisait, ce qui leur paraissait juste, en tout cas pour servir la raison d'être du ministère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des élections, le gouvernement a changé, le ministre a changé, et le nouveau ministre qui a été mis en place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout balayé, il a rétabli la hiérarchie qu'il y avait avant, le fonctionnement administratif classique, quoi. Voilà. Donc il y a encore, oui, une faille dans les entreprises opales, c'est qu'il y a toujours un leader dans n'importe quelle organisation humaine. Dans une entreprise opale, il y a un président. Si ce président vient à changer, soit de personne, soit de valeur, ça peut faire régresser l'entreprise, malheureusement. Ouais. Ouais, en fait, je pense que ce serait bien si c'était possible de nous raconter plus le contexte. Mais il y a d'autres choses. Il y a plusieurs piliers dont on a parlé pour que ça fonctionne. Et il y a notamment le fait de vraiment mettre en place une forme de liberté. Et donc, on reparle de la maturité du dirigeant. Si c'est son intention première, mais qu'il n'est pas suffisamment prêt à accueillir les essais et les erreurs, il se peut que un conflit ou une erreur le crispe et que de là, il remette en place des fonctionnements contrôlants. Voilà. Ben, moi, j'aurais tendance à penser que peut-être il y aurait eu besoin d'un procédé de médiation au moment de l'événement, et en tout cas c'est toujours possible de revenir sur ce qui s'est passé collectivement. Après faut que tout le monde soit OK pour ça, pour qu'un intervenant extérieur vienne et que tout ça soit revu, revisité et que du coup un environnement sécuritaire revienne. D'accord, merci. Moi, ça m'amène une autre question, c'est qu'est-ce qui permet de sécuriser une organisation opale pour qu'elle ne régresse pas? Les Gilets jaunes nous indiquent la solution, c'est d'écrire la Constitution, d'écrire dans la Constitution de l'entreprise des règles qui vont permettre, par exemple, aux employés, aux salariés, d'élire ou de renvoyer un dirigeant. Ou s'il y a changement de dirigeant, de faire en sorte que les employés puissent donner leur avis. La constitution d'une entreprise peut permettre ça. Alors, il y a une forme d'entreprise qui s'appelle l'holacratie, qui se base sur une constitution écrite. Assez complexe à lire, mais dont les règles écrivent qui exerce le pouvoir, comment il s'exerce. Voilà. Et dans les entreprises holacratiques, qu'est-ce que je veux dire ? En fait, voilà, ça marche bien dans les entreprises holacratiques. La Constitution. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Bon, bonsoir. Est-ce qu'il existe une grille de critères pour différencier une entreprise d'une autre, pour savoir dans quelle catégorie elle est ? Est-ce qu'on prend d'autres questions ou est-ce qu'on répond ? Est-ce qu'il y en a d'autres encore ? Non, ok. Grille de critères. Dans les recherches de Frédéric Laloux, qui a écrit un super bouquin Reinventing Organizations,
il y a des points communs à chaque structure qui a été étudiée. Et donc, effectivement, des descriptifs assez complets des pratiques qui sont mises en œuvre dans les organisations opales. Donc, ça peut constituer une forme de grille. Moi, je n'ai pas connaissance de grille existante. J'espère imaginer que certaines entreprises qui accompagnent d'autres entreprises dans le changement aient créé ce genre de grille pour les aider dans leur service, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. Pour finir, je vous indique un petit peu une bibliographie. Donc, ce livre qui est écrit en français de Frédéric Laloux décrit beaucoup de fonctionnements d'organisation opale. Frédéric Laloux a donné une conférence qu'on peut retrouver sur YouTube, qui est très très intéressante. Conférence qui dure 2 heures. Donc, l'holacratie, c'est un modèle d'entreprise opale qui a des règles très strictes, mais qui permettent un fonctionnement un fonctionnement organique très bien étudié. Là, il y a une BD, Les entreprises libérées. C'est une BD reportage, donc quelqu'un qui est parti à la découverte des entreprises libérées. Il a rencontré plein de patrons en France et à l'étranger, et il raconte un petit peu ce qu'il a vu comme pratique. Voilà. Et puis on a, dans ma librairie, j'ai d'autres livres aussi sur le sujet. J'ai des marque-pages sur lesquels il y a l'adresse. Voilà. Donc je les mets à disposition. Ici. Voilà. Et d'autres questions ? On va libérer la place. Merci à tous. Ouais, merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté, et puis on espère d'avoir semé quelques graines d'envie de libération dans vos organisations et au travail. Ose Martinique, le futur s'entreprend aujourd'hui.